j'ai été très vite fasciné quand je suis rentré à l'École normale supérieure par la physique quantique. La physique quantique, c'est un domaine que l'on n'aborde pratiquement pas avant ces études supérieures, pratiquement pas au lycée bien sûr, ni dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Et donc ce monde étrange qui obéit à des lois que l'on a vues, qui sont très contre-intuitives, m'a tout de suite fasciné, comme il fascine beaucoup d'étudiants qui commencent à l'étudier. Donc, il s'agit d'une série de travaux sur la mesure de la lumière, et la mesure de la lumière dans des conditions assez particulières, c'est-à-dire la mesure de la lumière lorsqu'elle a une intensité extrêmement faible et qu'on est obligé de la décrire en termes de photons, de grains de lumière élémentaires. En fait, mesurer la lumière, c'est une opération qui est extrêmement courante dans la vie quotidienne. C'est le fait de voir simplement. Et toute l'information qui nous vient du monde extérieur provient de ces mesures de lumière. Le problème est qu'en général, lorsqu'on mesure la lumière, on la détruit. Lorsque vous recevez de la lumière par votre œil, par exemple, cette lumière est transformée sur votre rétine en un influx nerveux qui arrive à votre cerveau et qui fait que vous voyez. Mais les photons qui ont provoqué cet influx sont détruits, sont absorbés par la rétine. De la même façon, les détecteurs que la technologie moderne utilise détruisent la lumière, les photomultiplicateurs, les photodiodes détruisent la lumière qu'elles détectent. Nous nous sommes posé la question depuis longtemps de savoir si on pouvait détecter la lumière sans la détruire, si on pouvait en quelque sorte avoir des détecteurs transparents. Alors, d'une part, c'est quelque chose qui est important sur le plan fondamental, mais comme nous le verrons sans doute plus tard, ça peut également avoir des applications intéressantes. Alors, nos expériences permettent de détecter sans les détruire des photons qui sont piégés dans une boîte qu'on appelle une cavité électromagnétique. Nos expériences constituent en quelque sorte une réalisation des expériences de pensée qui avaient été imaginées au début de la physique quantique par les fondateurs de cette physique, en particulier des gens comme Einstein et Bohr. Ils avaient imaginé qu'on pouvait manipuler des petits systèmes quantiques simples et en se servir de ces manipulations pour illustrer les concepts. Il a fallu 70 ans pour que la technologie nous conduise à ce stade et qu'on puisse effectivement le faire. Vous voyez ici en particulier un dessin qui a été fait par Niels Bohr, où il imagine une boîte dans laquelle on pourrait piéger un photon, et il imagine un dispositif qui permettrait à ce photon de s'échapper à un instant déterminé par une horloge qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Et à l'aide de ce type d'expérience, il cherchait à illustrer les principes de la physique quantique, en particulier ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg. Alors, notre expérience est très différente au point de vue technologique. Elle ne ressemble pas du tout à ça. Elle n'est pas aussi naïve que ça. Mais elle a des éléments qui rappellent cela. En particulier, c'est une expérience dans laquelle on peut effectivement observer le moment où un photon disparaît d'une boîte. Et c'est une expérience qui est également liée à l'existence d'une horloge. Il ne s'agit pas d'une horloge comme celle-là, c'est ce qu'on appelle une horloge atomique. Mais dans notre expérience, le photon est observé parce qu'il perturbe le fonctionnement d'une horloge atomique. Ça, c'est un schéma donc, qui montre le cœur de notre expérience, la cavité électromagnétique que nous utilisons pour piéger la lumière. Elle est formée de deux miroirs. Vous en avez un des deux est ici, vous le voyez ici, c'est un miroir qui ne sert plus pour l'expérience, mais vous voyez comment il se présente. Donc c'est une calotte sphérique qui est faite en cuivre, qui est recouverte d'une mince pellicule de niobium. Le niobium est un métal supraconducteur à basse température qui a une très très forte réflectivité. Et si on met deux miroirs comme cela face à face, ce que vous voyez représenté ici, on fabrique ce qu'on appelle une cavité. Et la lumière est piégée dans cette cavité parce qu'elle rebondit sur les miroirs. Et les miroirs sont tellement bons qu'en fait, elle rebondit plus d'1 milliard de fois sur chaque miroir. Et si vous dépliez le trajet de la lumière entre ces deux miroirs, pendant le temps que la lumière reste dans la cavité, elle peut parcourir 40 000 km, c'est-à-dire l'équivalent de la circonférence terrestre. Ça rappelle l'expérience d'Einstein et Bohr. On a une boîte et on est capable de dire l'instant exact où un photon apparaît ou disparaît dans cette boîte, sans le détruire par le fait même qu'on le mesure. Les expériences que l'on fait sont en fait des expériences qui permettent d'explorer la limite entre le quantique et le classique. Le quantique, la physique quantique, c'est la physique du monde infiniment petit, des atomes, des photons, d'interactions élémentaires entre atomes et lumière, doit être décrite par ces lois qui sont très contre-intuitives. L'aspect essentiel de la physique quantique, c'est l'existence des superpositions d'états.
si un système peut se trouver dans deux états qui sont décrits classiquement de façon différente, il peut également se trouver à la fois dans ces deux états, pour ainsi dire suspendus entre eux. Je peux vous donner un exemple. Si vous avez un atome qui doit traverser un écran percé de deux trous, classiquement, l'atome va devoir choisir, passer par un trou ou par l'autre. En physique quantique, l'atome peut se trouver dans une superposition des deux états correspondant au passage par les deux trous à la fois, et c'est ce qu'on appelle les superpositions d'états. Lorsqu'on considère au contraire des systèmes formés d'un grand nombre de particules, grand nombre d'atomes ou des champs lumineux intenses qui contiennent un très grand nombre de photons, les lois que l'on observe sont les lois habituelles du monde macroscopique qui nous entoure. Donc la physique classique est en fait une limite, lorsqu'on augmente la taille des systèmes, de la physique quantique. Et comprendre cette limite, comprendre ce passage de l'un à l'autre, est un des aspects importants de la physique moderne. Un grand nombre de physiciens posent la question, est-ce que si on utilise les lois étranges du monde quantique, l'existence des superpositions d'états en particulier, on va pouvoir réaliser des fonctions beaucoup plus efficaces pour communiquer ou pour calculer. Et un des éléments essentiels pour ce genre de dispositif, c'est le couplage entre la matière et la lumière. Les sources de lumière, les détecteurs de lumière. Donc, si on est capable de fabriquer des détecteurs de lumière qui ne détruisent pas les photons, on peut conserver l'information dans des conditions différentes de ce qui se passe classiquement, et on peut imaginer qu'on peut développer des dispositifs, des mémoires quantiques en particulier, qui ne pouvaient pas exister autrement. L'ordinateur quantique, ce serait un dispositif qui fonctionnerait, qui serait basé sur la manipulation de systèmes quantiques simples, atomes, photons, ou atomes réels ou atomes artificiels. On sait réaliser maintenant des dispositifs de physique d'état solide qui possèdent des propriétés qui rappellent celles d'atomes. Et donc, avec ces dispositifs, réaliser des systèmes qui seraient en superposition d'états, mais en superposition d'états macroscopiques, qui permettraient par exemple d'avoir une machine qui calcule en parallèle, qui se trouve dans une superposition de plusieurs calculs à la fois. Donc ça, c'est le rêve de l'ordinateur quantique, mais ce rêve se heurte aux difficultés pratiques très très grandes, en particulier tout ce qui concerne la décohérence est fatal à l'ordinateur quantique. Alors, la décohérence, c'est l'ensemble des phénomènes qui font passer les systèmes du quantique au classique. Si vous prenez un tout petit système, il obéit donc aux lois de la physique quantique, notamment au fait qu'il peut exister dans une superposition d'états. Si vous prenez un grand système, ces superpositions d'états, personne ne les a jamais observées. La décohérence, c'est la perte de la cohérence quantique, la perte des superpositions d'états, liée au fait que de l'information fuit de façon inexorable dans l'environnement. Donc on se trouve en fait, quand on veut construire l'ordinateur quantique, face à une contradiction. On cherche à préserver des cohérences quantiques de plus en plus importantes, alors que l'on sait que cela conduit à une décohérence de plus en plus rapide. Donc il faut absolument, en parallèle, développer des méthodes pour préserver les systèmes de décohérence ou corriger les effets de décohérence. Ça, c'est extrêmement compliqué. Il y a des très gros progrès qui sont faits actuellement sur le plan théorique et sur le plan expérimental. Savoir si cela pourra conduire à un ordinateur analogue aux ordinateurs que l'on a actuellement classiques, mais qui seraient des ordinateurs quantiques, c'est une question qui reste ouverte. Moi, je doute beaucoup qu'on arrive à résoudre les difficultés qui permettraient de conduire et réaliser un dispositif qui serait un véritable ordinateur quantique. Je pense qu'il va y avoir des découvertes intéressantes, on va avoir des idées sur des applications, mais comme d'habitude, les applications réelles sont souvent loin de ce à quoi on pensait au départ. Donc on fait actuellement des recherches sur le plan fondamental, on réalise des dispositifs à petite échelle qui montrent que sur le plan des principes, les choses fonctionnent, mais comment on va assembler tout ça et ce qu'on va obtenir lorsqu'on va assembler tout ça reste largement inconnu.